Bienvenue sur Performers Podcast. Le podcast pour les fascinés du vivant, les obsédés de la performance et les amoureux du renforcement physique et mental. Présenté par Charlie Macken, Et Fabien Houdin. futur entrepreneur du soin et de la performance, formé au centre de l'Ormez. Âgés de 22 ans et 20 ans, nous sommes passionnés par le développement du corps et de l'esprit que nous explorons à travers l'entraînement physique, la philosophie, la nutrition, l'exposition au froid, les arts martiaux, la respiration ou encore la physiologie. Chaque jour, en quête d'une santé toujours plus optimale pour devenir de véritables performeurs de la vie. Donc là, Charlie, je te renvoie la balle, je te renvoie la parole sur tes habitudes, sur ta routine, ce que tu penses de ce que j'ai pu exposer à la fois autour de la physiologie, le rôle du mouvement, le rôle de la marche. Tu nous as beaucoup mentionné déjà la respiration. Tout ça, finalement, j'ai le sentiment que ça tourne autour de la même chose. On va essayer ici de ne pas se répéter, mais j'ai quand même le sentiment, et tu vas me dire ton regard là-dessus, que ça tourne autour de notre système nerveux, que la digestion et que l'assimilation des nutriments et la conversion en énergie tournent autour de notre système nerveux, que ça nous fait passer de manière forcée dans un mode parasympathique, avec une nécessité d'avoir un environnement de calme, un environnement propice à cette assimilation. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce qu'on s'est dit jusque-là. Alors, je te laisse me dire au regard de tes habitudes, de tes connaissances, de toutes tes petites routines que tu as déjà, que tu nous as déjà mentionnées. Qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai déjà dit, tu vois, autour du pancréas, de l'hormone, du rôle des hormones de croissance, de manger tôt, de manger loin, parce qu'il y a une vraie corrélation digestion-sommeil, digestion-endormissement, avec aussi les pics de glycémie. On va peut-être y revenir certainement en fin de podcast. Mais voilà, moi j'ai le sentiment que tout ça, ça tourne autour du fait qu'il faut accompagner notre système, pour optimiser tout ça, tout ce qu'on se raconte depuis une heure, il faut accompagner notre système nerveux vers un passage en mode parasympathique, vers un écosystème, un environnement propice à ce qu'il puisse digérer, à ce qu'il puisse faire son travail, parce que le système digestif, c'est un système vraiment complexe, lourd, et qui nous prend de l'énergie. Et le but, c'est qu'on subisse le moins possible cette dérivation d'énergie. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton regard sur tout ça, tout ce qu'on s'est déjà dit jusque-là, et croisé avec tes habitudes? Je vais peut-être commencer par rebondir sur cette histoire de timing là, sur laquelle je t'avais déjà lancé. Parce que moi, je t'ai posé cette question pour une raison assez simple, c'est que le timing, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu questionné dans le sens où nos auditeurs l'ont sans doute expérimenté, toi aussi, et moi en tout cas j'en suis sûr de l'avoir expérimenté. C'est compliqué de définir un bon timing. Quel est le bon timing en fait pour manger, surtout le soir, lorsque par exemple il y a un entraînement qui se casse dans tout ça. Un entraînement, je te dis une connerie, de 19 à 21 heures. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout autour de cette zone-là, le système il va être excité, parce que c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de fournir un effort. On lui demande par exemple, dans un sport de combat, d'aller vraiment au casse-pipe, d'aller au charbon, de mettre des coups, d'envoyer des coups, de mettre des coups pardon, et d'en recevoir. Donc ça met le système dans une excitation qui est totale, où on va avoir des sécrétions hormonales de dopamine, d'adrénaline, et cetera, qui vont mettre, l'entièreté de l'organisme dans un état absolument pas propice au fait de manger un repas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? Est-ce qu'on case le repas avant, de 17 heures à 18 heures, mais auquel cas la digestion risque, d'être perturbée par le fait qu'on vienne ajouter ensuite un entraînement? Ou est-ce qu'au final on cale le repas après, l'entraînement, mais étant donné qu'on aura passé peut-être 1 heure et demie à envoyer des coups et à en recevoir et à être dans cet état d'activation complète et totale, ben, on ne sera toujours pas dans un état propice, pardon, à une bonne digestion, et en plus de ça, on va venir empiéter sur la qualité de notre sommeil, parce que tu l'as très bien expliqué par toutes ces parenthèses physiologiques que tu as pu nous faire. Mais effectivement, pour rebondir sur un de ces points, notamment sur le pancréas, c'est que le pancréas, il a des récepteurs à la mélatonine qui est une hormone
étroitement liée au sommeil et en gros, lorsque la mélatonine vient se fixer au niveau du pancréas, qui a des récepteurs donc, elle vient dire au pancréas: «Bah, c'est l'heure d'aller dormir», comme ce qu'elle fait avec tous les autres, organes et toutes les autres régions cérébrales. C'est-à-dire que la mélatonine, elle se trimballe dans le sang, elle va à droite, à gauche et à chaque fois qu'elle va se fixer sur un organe, sur une cellule ou quoi, elle va avoir des effets soit inhibiteurs, donc pour dire: on calme ces fonctions-là», donc toutes les fonctions de la veille en fait, ou des effets d'activation, activation des fonctions qui sont plutôt liées au sommeil. En l'occurrence, le pancréas, il va être, heu, inhibé en quelque sorte par la mélatonine qui vient se fixer dessus. La mélatonine vient lui dire: «Bah, c'est l'heure d'aller dormir». Donc si on mange alors que le pancréas, lui, vient d'être prévenu que c'était l'heure d'aller dormir, mais il sera tout simplement pas dans les bonnes dispositions pour digérer parce qu'il aura déjà réduit son activité du fait qu'il ait reçu ce signal que c'est l'heure du dodo. Donc le repas tardif, c'est compliqué. C'est compliqué et ça va avoir forcément des impacts sur notre sommeil et même au-delà de toutes les explications physiologiques, en fait, c'est quelque chose de très palpable. On a tous déjà ressenti le fait d'aller se coucher lourd après un repas. Bah, on a du mal à dormir parce qu'on a le ventre qui gargouille, parce que tout ça et en général, on passe pas une très bonne nuit de sommeil. Voilà, c'est quelque chose de très on peut le ressentir, quoi. On l'a tous déjà vécu et en plus de ça, je vais rajouter à cet, amas d'explications que c'est quelque chose que j'ai conscientisé, dont je me rends de plus en plus compte par mes expérimentations en respiration, mais qu'en fait, après un repas qui comporte, qui plus est, des produits animaux, on va avoir une acidification du milieu intérieur et pour pallier à cette acidification, le corps va avoir comme réflexe le fait d'expirer beaucoup plus. Parce qu'on veut virer du CO2 et le fait de virer du CO2 fait que on va avoir un pH qui va se rééquilibrer naturellement. Donc la respiration après un gros repas, comportant en plus de ça des protéines animales ou des produits transformés qui acidifient le milieu, la respiration elle va s'alourdir. Et moi j'y prête de plus en plus attention, mais parfois je me rends compte qu'en fait, je suis en train de respirer, entre guillemets, pour parler vulgairement, pardon, comme un porc quoi. Je fais du bruit après avoir mangé, ma respiration est lourde et donc ça envoie comme information à l'entièreté du système que la digestion n'est pas finie et que c'est pas le moment d'aller dormir, en fait. Que là, on n'est pas dans un état qui va mener à un endormissement rapide et à un sommeil de qualité. Donc le repas tardif, c'est pas, quelque chose qu'on va préconiser. Loin de là, même, on recommande, comme tu l'as dit, plutôt de manger 2 à 3 heures avant d'aller dormir. Maintenant, bah, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué cette histoire en fonction des contraintes de chacun et là, la leçon qui ressortira toujours pour moi, en tout cas le motto, si on peut dire ça comme ça, c'est, bah, toujours faire au mieux, faire comme on peut, ne pas se perdre dans essayer de tout optimiser parce que ça va prendre une charge mentale pas possible et au final, on va se frustrer parce qu'on n'arrive pas et on va se frustrer parce que, voilà, tout n'est pas comme on voudrait que ce soit. Cette volonté de contrôle qui est, trop présente, moi je l'ai expérimentée. Au bout d'un moment, elle finit par nous ronger de l'intérieur et ça finit par avoir beaucoup plus d'impact négatif que de bénéfices. Donc ce qu'il faut essayer de se dire et c'est pas facile dans ces cas-là, c'est: «Bah, je fais au mieux». Peut-être que mon entraînement, il est de 19 à 21 heures. OK, qu'est-ce que je peux faire avec ces composantes-là qui sont l'entraînement? L'entraînement, je l'ai choisi, je veux m'entraîner, donc j'accepte le fait que ça vienne perturber mon rythme de repas, mais comment je fais pour caler mes repas maintenant? Et donc il y a pas de solution magique, chacun fait un petit peu à sa sauce, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir en tête que le timing du repas va influencer et que le choix du timing est aussi important en fonction de ce qu'on veut, induire. Et aussi le choix de ce qu'il y a dans l'assiette, même si c'est pas le sujet du podcast, va, totalement influencer nos niveaux d'énergie. Par exemple, on va peut-être pas consommer un repas avec énormément de protéines 1 heure avant l'entraînement, parce que les protéines, ça prend du temps à digérer. Donc, si on fait ça juste avant l'entraînement, on risque de se sentir pas forcément à l'aise.
Et Oui, je voulais justement, rebondir je sur quelque voulais, chose, ouais. Dis-moi. ouais, ça m'intéresse ce que tu as mentionné il y a deux trois minutes. Si tu pouvais refaire peut-être une explication, soit un peu plus approfondie, ou soit peut-être un peu reformulée sur, sur cette acidification du milieu intérieur, parce que c'est un point un peu technique. Et si tu pouvais le simplifier, le schématiser, le vulgariser, pour expliquer en gros par A plus B pourquoi après un repas chargé en protéines animales, donc d'avoir mangé de la viande, ou du poisson ou des œufs, eh bien on peut allonger, se trouver à avoir une digestion allongée, plus énergivore et être plus fatigué, ou avoir plus d'effets entre guillemets négatif. Est-ce que tu peux juste revenir un poil plus en détail là-dessus, même si évidemment le sujet du fond de ce qu'on mange, c'est pas le sujet du podcast, mais on peut difficilement, on peut difficilement le contourner. Et ça, le sucre, c'est des choses qui impactent et qui changent vraiment la nature d'une digestion. Donc si tu veux bien juste revenir un petit peu là-dessus, parce que ça me paraît être un point intéressant quand même. Et voilà. Alors ouais, totalement. Par contre, je vais être totalement transparent, je vais pas aller sur tous les détails parce que je les ai pas en tête et que je me permettrai pas de faire des explications, que je ne maîtrise pas ou que je ne comprends pas. C'est surtout en vérité de l'expérimentation que j'ai couplé avec quelques explications théoriques. En fait, nos cellules baignent dans un liquide qui est à, un certain niveau d'acidité. C'est comme la piscine, par exemple, notre piscine, on veut elle soit à un certain niveau d'acidité et d'alcalinité. On veut qu'il y ait une sorte d'équilibre. C'est ce qu'on appelle le pH, on le mesure par le potentiel hydrogène. C'est pareil pour ce liquide dans lequel baignent nos cellules. D'ailleurs, même le sang, et cetera. On va mesurer le pH. Et le pH dans le corps humain, il doit être à peu près entre 7,35 et 7,45. Ça, ce sont les constantes que le corps va toujours essayer de maintenir par sa faculté homéostatique. C'est-à-dire que il va y avoir des événements, comme le fait de manger un repas avec plus de viande, par exemple, qui va faire qu'on va avoir une légère acidification du milieu intérieur, donc que le pH va baisser. Par exemple, au lieu d'être à 7,40, il va tendre vers 7,36 et donc le corps, pour rééquilibrer tout ça, il va, utiliser les moyens qu'il a à disposition pour remettre le pH à niveau, à peu près à 7,40 et donc il est constamment en train de jongler avec ces variables pour faire en sorte qu'elles restent toujours à un bon niveau et qu'elles descendent jamais en dessous de 7,35, sinon c'est acidification du sang et heu, en théorie, c'est la mort des cellules ou au-dessus de 7,45 où là, c'est une alcalinisation et pareil, ce n'est pas un milieu qui va être propice à la vie des cellules. Après ça, c'est toujours des théories, hein, parce qu'on peut aller explorer les extrêmes à travers certains exercices comme les respirations Wim Hof où on va aller dans des respirations vraiment alcalinisantes et où, après 20 minutes de pratique de respiration Wim Hof, en général, on n'est pas mort, mais pourtant on est allé taper dans du très alcalin. Bref, donc ce processus-là, où la respiration va s'alourdir, c'est pas quelque chose de néfaste ou de négatif, c'est simplement le corps qui se réadapte au fait que les aliments contenant des protéines les protéines pardon, vont être, acidifiantes. Elles vont faire baisser le pH. Mais c'est comme ça, c'est pas un mal, c'est pas une critique, il y a pas, bah, du coup, je vais manger que des légumes pour avoir, un pH qui soit pas trop bas, pas trop acide. Non, simplement, voilà, c'est comme ça. Les aliments animaux vont faire, baisser le pH et donc pour rééquilibrer tout ça, pour pas que ce soit trop acide, le corps, lui, va décider d'expulser du dioxyde de carbone et d'expulser aussi de l'H2O, de l'eau, donc littéralement et dans H2O, on a le mot H. 2 molécules d'oxygène et une molécule d'hydrogène et la molécule d'hydrogène, c'est ce qu'on mesure dans le pH, c'est le potentiel hydrogène. On mesure grosso modo le nombre de molécules hydrogène qu'il y a dans le milieu. Donc plus on va expulser des molécules d'hydrogène en expirant, en expulsant de l'H2O, plus le pH va augmenter et donc le milieu va s'alcaliniser, ce qui va recréer une sorte d'équilibre. Donc lorsque l'on va manger des produits,
par exemple des produits transformés aussi qui, pour certains, vont faire baisser ce pH et donc vont acidifier. C'est Patrick McKeown qui en parle dans son livre The Oxygen Advantage. Lorsqu'on mange ces produits-là, eh bien le corps, naturellement, il va avoir une respiration qui va s'alourdir, on va avoir des expirations, une fréquence respiratoire qui va être plus rapide parce qu'on va chercher à expirer plus pour virer plus de CO2 et plus d'H2O pour faire en sorte que le pH remonte à sa constante d'à peu près, en tout cas reste à sa constante de 7,40, quelque chose comme ça. Voilà pour cette Et donc, explication, je ne sais pas si elle te convient. ok, ouais, non, elle est extrêmement claire et ouais, m'intéresser et pour nos auditeurs qu'on puisse se raccrocher un sentiment tangible à quelque chose qu'on aurait déjà éventuellement ressenti, ça se manifesterait donc après un repas ou au quotidien par peut-être plus de difficulté à respirer ou à avoir une respiration naturelle ou alors plus de difficulté à réfléchir ou l'incapacité par exemple justement à aller mettre son cœur à très haute intensité avec le fait de courir, une activité. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Parce qu'évidemment, quand on prend un gros repas par exemple, qui souvent va inclure de la viande, etc. Mais euh, je pense à des gros repas très chargés aussi en protéines, par exemple, comme les raclettes, etc., qui ne sont pas à faire tous les jours. Mais on ressent cette... alors ça, c'est aussi dû à la physiologie, parce que le diaphragme est très proche de l'estomac, etc. Mais on ressent ce resserrement et un peu comme si la respiration vient pâtir d'un repas lourd, d'un repas chargé. Tu vois, est-ce que c'est ça qu'on peut ressentir comme sorte de symptôme, de diagnostic de ce que tu racontes quand le corps cherche à rehausser le potentiel hydrogène? Ouais, exactement. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est un des signes que j'ai vraiment perçu, c'est cette respiration qui est beaucoup plus bruyante. Et encore une fois, c'est pas quelque chose à décrier, à se dire, «Ah putain, ma respiration elle est bruyante, ça veut dire que je respire pas comme il faut, que voilà». C'est comme ça, le corps se réadapte comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué simplement, par le fait d'avoir pris l'habitude de remettre de la conscience sur ma respiration, je me suis rendu compte que ouais, ma respiration était plus lourde après un repas et encore plus, tu vois, quand j'ai pris un repas juste avant d'aller dormir, ce qui, encore une fois, n'est pas optimal et qui n'est pas très recommandable, mais j'ai pu le faire. Tu vas te coucher dans ton lit, tu éteins, plus de bruit et cetera et là, tu te rends compte à quel point ta respiration, elle va être bruyante parce que tu plus rien autour et tu entends vachement ta respiration. Donc ça, c'est un des signes, moi, qui m'a fait comprendre, j'avais déjà la théorie de, ce que j'ai expliqué auparavant, mais j'avais pas forcément le côté pratique et j'avais pas ressenti les effets. Mais, dans ces moments-là où, bah, tu vas te coucher juste après un bon repas et bien, j'entends beaucoup plus ma respiration que si, par exemple, je vais me coucher 2 à 3 heures après avoir mangé, où je vais avoir une respiration qui va être beaucoup plus légère, qui va peut-être demander moins de contrôle pour la ralentir, là où après un repas, elle va être naturellement plus bruyante, un petit peu plus rapide et donc si je vais me coucher juste après un repas, je vais devoir faire sans doute plus d'efforts pour ralentir ma respiration et pour amener le système dans ce mode qui serait beaucoup plus propice à l'endormissement. Donc ouais, pour répondre à ta question, c'est un des signes que j'ai observé, moi, c'est cette respiration qui est plus bruyante et encore une fois, c'est pas un mal, c'est pas voilà, c'est juste comme ça et c'est naturel et mais c'est simplement pour dire que oui, si on mange plus tard, bah, cette respiration va être plus lourde juste avant d'aller dormir et ça, on veut quand même l'éviter. On veut l'éviter parce que ça envoie des informations au niveau du système qui sont que bah, on n'est pas dans la phase de sommeil, quoi. On est dans une phase de digestion d'abord. En tout cas de voilà, Mais une première ouais, phase de mais finalement, ouais, ben non, merci pour ton explication, mais on se rend bien compte que tout ce qu'on dit là, depuis tout à l'heure, hein, c'est au bout du bout, je sais pas ce que tu en penses, hein, je t'avais lancé là-dessus à la base, mais c'est de prendre conscience que le processus de la digestion, il est autonome, on ne le contrôle pas. Tu vois, ça c'est ça que je me suis fait comme réflexion. Et je sais pas si les auditeurs, certains l'auront déjà conscientisé ou pas, mais en fait,
on décide quand on va faire du sport, on décide quand on se réveille, plus ou moins. On décide quand on fait des actions conscientes, tu vois, quand on rigole, quand on voilà. Par contre, ces choses-là, tout ce qu'on appelle, qu'on étudie, donc toi et moi en naturopathie, et c'est tout ce qu'on appelle les processus autonomes, les processus inconscients, que sont la digestion, ils se déclenchent, ils se mettent en branle sans qu'on le commande. Et rien finalement, aucune décision voulue du cerveau, aucune persuasion suffisamment forte permet de nous dire tiens, j'ai envie de commencer à digérer ou j'ai envie de reporter parce que j'ai envie de faire autre chose. Et à partir de là, quand on a compris ça et qu'on a compris le deuxième élément qu'on dit depuis le début, finalement, c'est que la digestion va nous prendre de l'énergie parce qu'elle va mobiliser tout notre axe du système digestif. Ça va partir de la bouche, de la gorge, de l'intestin, de l'estomac, du foie, de l'intestin grêle, du côlon, etc. Et tous les organes d'élimination. En fait, ça nous prend presque tout au niveau du tronc, quoi, de la physiologie. Donc c'est vraiment une grosse machine qui nous prend de l'énergie. Et beaucoup de gens, on remarque souvent, moi j'ai fait beaucoup d'essais pour ça, que bah, cette énergie, on la perd. Du coup, elle est pour ça, elle est dédiée à ça. On se sent un peu victime de ça parce qu'on ne peut pas choisir quand est-ce qu'on va digérer. On peut juste choisir quand est-ce qu'on va manger. Et on sait après qu'on ait mangé, on va forcément devoir digérer. Et donc, bah, on perd cette énergie pour réfléchir, pour faire une activité intellectuelle, pour faire du sport. Et c'est frustrant, des fois. Et en fait, ouais, tout ce qu'on dit, j'ai l'impression, depuis le début de ce long épisode, c'est c'est finalement d'avoir conscience de cette direction d'énergie. C'est ça aussi, un peu, ce qui vient de la discipline de l'hygiénisme, qui est l'ancêtre de la naturopathie, c'est d'avoir conscience de cette direction qu'on donne à l'énergie qu'on a dans notre corps. Disponible pour le cerveau, souvent quand on est en état de jeûne, on est vraiment une clarté mentale, on est vraiment l'esprit affûté, tu vois. Quand on fait du sport, c'est pareil. Et puis après, une fois qu'on mange et qu'on digère, et ben, on est moins propice à tout ça, on est plus propice à des activités calmes. Certains, ça va être écouter un podcast, lire, aller marcher, etc. Mais tout est une question finalement de redirection d'énergie. Je peux peut-être, et puis aussi, je trouve ça très intéressant, ce que tu as dit, évidemment, tout ça, c'est faire au mieux, parce que être dans l'hyper-contrôle, ça marche pas, hein. Toi et moi, on est des grands férus, des grands experts d'avoir essayé ça, moi, au quotidien encore, et c'est compliqué, tu as toujours un contre-exemple, tu as toujours quelque chose qui va te mettre un bâton dans les roues, toujours une fois où tu vas devoir manger peut-être à 21 h et tu n'auras pas respecté ce que tu sais, ce qui est le mieux, mais c'est impossible. Ce qui compte, le seul credo, je crois, qui vaille, c'est, comme tu as dit, c'est faire au mieux. Moi, j'ai une petite tentation de te brancher sur le rôle de la marche, parce que ça a beaucoup de vertus. Ça met, on va dire, un peu tout le monde d'accord. Alors, on va voir pourquoi. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des choses qu'on a déjà mentionnées tout à l'heure, il me semble. C'est parce que ça va aussi brasser l'estomac avec le rôle du diaphragme, ça va activer toute la chaîne des muscles postérieurs au niveau des jambes. Je pourrais revenir là-dessus, c'est un rôle dans la régulation de la glycémie. C'est quoi un peu toi Je veux pas forcément qu'on finisse là-dessus, mais la marche a un rôle important pour toi, pour moi, mais pour beaucoup avec des personnes avec qui j'en ai parlé. Marche et digestion, digestion, marche, post-repas. Quel est le rôle entre tout ça, selon toi, pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et pourquoi, tu vois, tu le recommanderais à tout le monde qui nous écoute ou à tout le monde qui cherche à retrouver un peu plus d'énergie après un repas? Alors, ouais, effectivement, la marche, tu l'as mentionné tout à l'heure que c'était une des habitudes que tu avais, la marche postprandiale, la marche après le repas pour favoriser la digestion et c'est également une habitude que j'ai mis en place depuis maintenant plusieurs mois et heu et que j'utilise parce que, il y a tellement de bienfaits derrière tout ça, notamment la régulation de la glycémie, mais ça, je te laisserai le loisir et le plaisir de nous expliquer plus en détail, je te lancerai sur ça là, juste après. Mais, aussi et pour rester sur ce credo d'accompagner le système dans ce mode parasympathique et de lui permettre d'être dans des conditions optimales où il se sent en sécurité pour bien digérer,
il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est le fait d'utiliser une vision qui va être différente. Je m'explique. On a, on va dire, 2 mouvements, oculaires principaux, si je peux les catégoriser comme ça, qui vont être la voie de vergence, où on va, par exemple, on est, à la gare et il y a une embrouille juste à côté de nous, des gens qui s'embrouillent, qui s'insultent et cetera. Notre regard naturellement va se porter là-bas et on va fixer que ce qui se passe là-bas, que l'action qu'il y a. Pourquoi? Parce que notre système veut absolument tout décrypter de ce qui se passe pour soit, fuir ou peut-être aller prêter main forte, intervenir ou appeler la police, enfin bref, faire quelque chose, notre système, il est en état d'alerte complet. Donc quand il est dans cette voie de vergence-là, le système est focalisé, il voit pas ce qu'il y a autour. Il voit juste ce qu'il y a, ce qui se passe, l'élément entre guillemets «de danger». Donc on a cette voie-là, qu'on utilise régulièrement. Par exemple, je suis en train de travailler sur mon ordinateur, je suis en session de deep work, je sais pas, je suis en train de rédiger, des posts pour mon compte Instagram ou je suis en train d'écrire le script d'une vidéo, peu importe. L'idée, ça va être de me mettre dans cette voie de vergence quand je suis dans ce travail-là, parce que ça va me permettre d'être vraiment focus. Maintenant, lorsqu'on veut se détendre, on va utiliser la voie magno-cellulaire. C'est un peu la vision périphérique, on va voir tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que le fait de voir tout autour, d'avoir la vision sur ce qui se passe à ma droite, ce qui se passe à ma gauche, ce qui se passe devant moi, ce panorama-là, ça vient renseigner au cerveau que, en fait, tout autour, dans l'environnement, c'est safe. C'est safe, il n'y a pas de danger, donc le cerveau se sent en sécurité, et s'il se sent en sécurité, il va, envoyer toutes les informations, qui vont permettre que la digestion se passe au mieux et justement lorsqu'on fait de la marche, d'autant plus si c'est dans un environnement naturel, si c'est en ville, c'est un petit peu différent, mais encore une fois, chacun fait au mieux, mais si c'est dans la nature, eh bien, on va regarder à droite parce qu'il y a des arbres, on va regarder à gauche parce qu'il y a un papillon qui vole, on va regarder en face parce qu'on voit son chien qui est en train de marcher. On regarde un petit peu partout, on utilise cette voie magno-cellulaire qui vient indiquer au système nerveux que ah, c'est bon, il n'y a pas de danger autour. Donc s'il n'y a pas de danger autour, on peut digérer dans les meilleures conditions possibles et tu peux te relâcher, tu n'as pas besoin d'être focus. Donc ça, c'est vraiment une des explications que je peux apporter parmi tant d'autres, parce qu'on pourrait aussi parler, et je vais pas le faire sinon ça va peut-être durer un petit peu longtemps, mais on pourrait parler aussi des bienfaits sur la circulation sanguine, de la marche qui vient appuyer sur les veines, le retour veineux pour faire revenir le sang chargé en dioxyde de carbone et en sous-produits de l'activité des cellules. Voilà, moi je voulais vraiment rester sur cette explication, encore une fois sur la gestion, la régulation entre système nerveux sympathique, parasympathique. Ce que je voudrais ajouter aussi comme petite précision, c'est que ces 2 systèmes, on les catégorise souvent comme il y en a un, d'ailleurs je l'ai fait au début de l'épisode et je vais me reprendre un petit peu, c'est il y en a un qui est vraiment dédié à la fuite et au combat, le système sympathique, et un qui est dédié à la digestion et au repos. Et on est soit dans l'un, soit dans l'autre. En fait, c'est pas exactement ça, on est toujours un peu dans les 2. C'est juste qu'il y en a un qui va avoir la prédominance en fonction de la situation dans laquelle on va être. Logiquement, lorsqu'on veut digérer, on veut que la prédominance soit au niveau du système parasympathique, mais ça ne veut pas dire que tout au long de notre journée, on veut éviter absolument le système sympathique. Et le système sympathique, bah, il est important parce que c'est celui qui nous met en état d'alerte. Et donc si on est tout le temps dans le système parasympathique, on va se sentir, bah, sans énergie, on va se sentir un peu lazy pour utiliser un terme, anglophone, on va se sentir, voilà, paresseux, vide et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi de mon côté où tu es tout le temps dans le mode parasympathique, tu manques d'énergie parce que tu n'as jamais l'activation, parce que tu n'as jamais cette noradrénaline, cette adrénaline qui vient mettre ton cerveau en état de vigilance pour que tu sois vraiment focalisé. Ce que je veux, dire par là, c'est qu'en fait, tu as parlé, ou je sais plus exactement si tu en as parlé dans ce podcast, mais en tout cas tu en as parlé dans d'autres épisodes, du jeûne intermittent que tu utilises. Parce que ça te met dans un état d'alerte. Et oui, ça met le système dans un état d'alerte parce qu'on le prive de nourriture et donc le système n'a pas de nourriture, il n'a pas de carburant, alors il se met en état d'alerte parce qu'il considère que c'est un stress. Et ça, c'est une très bonne chose.
Ce que je veux dire par là, c'est que le choix de faire un repas ou non aussi, comme le timing des repas qu'on a discuté tout à l'heure, mais le choix de soit faire 2 repas, soit faire 3 repas, dépend aussi de ce qu'on veut et que si on cherche peut-être plus d'alerte le matin, d'activation, eh ben, on va peut-être pas manger, on va prioriser, comme tu le fais, un jeûne intermittent parce que on vient priver le système de ressources et il va faire sécréter en retour, tous ces, neurotransmetteurs et ces hormones qui viennent activer le système. Donc c'était simplement pour rétablir un peu d'ordre là-dedans et pas, uniquement dire, bah, le système nerveux parasympathique, c'est que pour le repos et c'est voilà l'état de calme et zen absolu, la paix, la tranquillité. Non, il nous faut une balance entre les 2. On est constamment en train de jongler entre les 2. Et comme tu l'as si bien dit, bah, lorsqu'on veut digérer, on veut amener le système nerveux on veut l'accompagner vers ce mode parasympathique, sachant que, bah, le sympathique sera toujours un petit peu dans l'ombre derrière et que, bah, oui, ça se trouve, on va être en train de manger, je sais pas, on va avoir une mauvaise discussion avec quelqu'un, bam, système nerveux sympathique. Il y a toujours l'un et l'autre qui sont en train d'interagir entre eux. Et pour revenir sur la marche postprandiale, sinon je vais finir par m'égarer, c'est quelque chose que je couple, moi, avec de la respiration, avec une pratique respiratoire parce que, tu l'as évoqué, il y a ce fameux mouvement du diaphragme qui va être très intéressant pour favoriser et faciliter l'avancée de ce qu'on a ingéré dans le tube digestif. Parce que le diaphragme, c'est ce muscle qui est en forme de U, qui sépare notre cage thoracique avec le cœur et les poumons. Donc cette cage thoracique-là, de nos viscères, de notre tube digestif, avec les intestins, avec l'estomac, etc. Le diaphragme, il est entre les deux, c'est une forme de U. Et quand il se contracte, lorsqu'on inspire, il va descendre. Et s'il descend, en fait, il vient effectuer une pression mécanique, vraiment très... Voilà, c'est du mécanique, une sorte de massage, au niveau de nos organes digestifs, donc au niveau de nos intestins, etc. Ce qui fait que ça va faire avancer les aliments dans le tube digestif. C'est comme si un peu, pour prendre cette analogie, on avait une vasque d'eau, une vasque, vous savez, les trucs qu'on utilise pour aller courir ou quand on va en randonnée, qu'on remplit d'eau. Si on appuie sur cette vasque et que le il n'y a pas de couvercle dessus, qu'elle est ouverte, si on appuie dessus et qu'il y a de l'eau dedans, l'eau va sortir parce qu'on effectue une pression. On a une action vraiment mécanique dessus. Ça vient faire avancer l'eau. Eh bien, c'est exactement avec la même chose pardon, avec le système digestif et le diaphragme. C'est-à-dire que le diaphragme vient se contracter, donc il exerce une pression sur les organes digestifs, ce qui fait que ça va faire avancer littéralement le contenu, là, le bol alimentaire qui est à l'intérieur du tube digestif, ça va le faire avancer avec beaucoup plus de facilité. Donc moi, j'utilise la respiration pour ça, et évidemment aussi, on a parlé en long, en large, en travers, pour cette activation du système nerveux parasympathique. Et pour ce faire, pour donner un élément très concret à nos auditeurs, ben, on va chercher à allonger l'expiration. Par l'inspiration, on a le diaphragme qui va se contracter et qui va masser, qui va faire ce brassage au niveau des organes digestifs. Et par l'expiration, une longue expiration, on vient calmer le système. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose de très mécanique. Notre cœur est au milieu de nos 2 poumons. Nos poumons, lorsqu'on inspire, ils viennent se gonfler. Ils prennent plus de place, donc ils effectuent une sorte de pression, encore une fois, une contrainte sur le cœur. Le cœur va donc se contracter beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que bah, l'inspiration induit une activation du système parce que le cœur se contracte plus rapidement, la fréquence cardiaque augmente, et si la fréquence cardiaque augmente, il y a le nerf vague qui prend cette information-là, qui la capte et qui remonte au niveau du système pour dire la fréquence cardiaque augmente, ça veut dire qu'on est dans un état d'activation. Ça, c'est inévitable de toute façon. Quand on inspire, la fréquence cardiaque augmente. Il suffit de mettre sa main au niveau de la carotide pour prendre son pouls et le ressentir. Mais lorsqu'on va allonger l'expire, les poumons vont se dégonfler et ne vont plus effectuer cette pression sur le cœur va se relâcher et va battre plus lentement. Donc lorsque l'on veut entrer dans cet état de relaxation optimale pour la digestion, on va avoir des expires qui vont être beaucoup plus longues par rapport à l'inspiration.
Pour donner une pratique très, très concrète, moi, celle que j'effectue la plupart du temps, c'est le 3-1-6-2 en marchant. C'est-à-dire une inspiration sur 3 pas, je retiens poumon plein sur 1 pas, j'expire sur 6 pas et je retiens poumon vide sur 2 pas et je répète ce cycle. C'est un dérivé de la marche afghane. En fait, la marche afghane, c'est des techniques de respiration où on cale le rythme de la respiration sur celui des pas. Et donc un rythme très connu, c'est le 3-1-3-1. J'inspire sur 3, je retiens sur 1, j'expire sur 3, je retiens sur 1. Et ben, on peut y ajouter une petite variante en doublant la phase d'expiration, parce que vous l'avez compris maintenant par mes explications, plus on expire longuement, plus on fait rentrer le système dans cet état de tranquillité. Et pour ajouter quelque chose, c'est que ce rythme-là, c'est pas quelque chose de figé, c'est-à-dire c'est pas une recette miracle et il faut pas se dire: «Oh, il faut absolument que je fasse du 3-1-6-2». Pour certains, 6 secondes d'expiration, enfin 6 secondes, 6 pas d'expiration, ça peut être un peu challengeant et dans ce cas, il s'agit simplement de réduire et toujours d'avoir cette conscience de ce qui se passe en soi, des signaux que le corps nous envoie et l'idée là, dans cette pratique que je viens d'expliquer, c'est vraiment pas de rentrer dans une sensation inconfortable. Ça, on le garde pour autre chose, pour du renforcement, pour l'hormèse, tout ça, d'accord. Pour la digestion, on veut pas cet inconfort-là. On n'en a pas besoin. On veut que le système soit calme le plus possible. Donc, il faut trouver, et ça c'est libre à chacun d'expérimenter, la respiration qui convient. Ça peut être 3-1-6-2, ça peut être 3-6, ça peut être plein de variantes différentes, 2-4 si on préfère. Il y a plein de moyens, mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est allonger l'expire. Et aussi, à comprendre, c'est que cette respiration-là, elle va forcément s'adapter quand on marche à la topographie. C'est-à-dire que si ça monte, et que c'est, je sais pas, une montée de 15%, évidemment que je vais pas être en 3-1-6-2 et que je vais peut-être repasser sur du 3-1-3-1 ou 2-4, enfin bref, peu importe, mais toujours adapté en fonction du contexte. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour sur tout ça et du coup, je vais te laisser un petit peu la parole parce que j'ai pas mal, parlé en ces 30 premières minutes. Je suis curieux d'avoir tes explications sur la régulation de la glycémie par rapport à la marche postprandiale et même si tu veux aller au-delà, nous expliquer toi ta pratique, ton utilisation de cet outil-là que tu apprécies particulièrement. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu sens que ça amène en plus et que ça permet par rapport à quand tu le fais pas? Et aussi donc je te lance sur la marche postprandiale, pardon, et je voulais aussi te tendre une perche, peut-être si tu peux nous faire une petite, parenthèse par rapport à quelque chose dont on n'a pas ou peu parlé dans cet épisode qui est assez important, c'est l'environnement dans lequel on mange. À quel point ça peut impacter, à quel point toi tu as pu le ressentir, que l'environnement dans lequel tu mangeais impactait ta digestion. Et par environnement, j'entends le lieu évidemment, mais j'entends aussi les personnes avec qui tu manges et cetera. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Je pense que toi comme moi on l'a vécu que, l'environnement global dans lequel on est lorsqu'on est en train de manger va directement impacter notre digestion. Voilà, je te lance sur 2 pistes à la fois, libre à toi d'y répondre comme tu veux. Ouais, mais ouais, je vais rajouter encore du coup des explications d'ordre physiologique hein, aux auditeurs. Ah non, si vous avez compris ce qu'a dit Charlie, vous avez tout compris et c'est extrêmement intéressant ce que tu as dit et tu vois, il y a un truc que je relevais que qui m'était pas venu en préparant l'épisode, mais effectivement, la marche, moi, alors il y a ce que je vais mentionner de la régulation de la glycémie, et simplement, en fait, tout ce que tu as expliqué en détail, c'est ce qui vient mettre des mots et des explications sur ce que peut-être 50% des gens disent ah, ça fait du bien d'aller marcher après le repas, quoi. Ça fait du bien pour toutes ces raisons, en fait. Ça fait pas du bien juste parce que ça fait du bien, c'est vrai, mais ça fait du bien pour toutes ces raisons. Et parce qu'on voit autre chose, on change la vision de notre cerveau, comme tu l'as dit. On passe notre système nerveux en mode vraiment très calme. On fait ressentir au cerveau que tout est calme autour, tout est tranquille. On va pas se mettre à faire un sprint, on va pas être stressé, on va pas se remettre sur l'ordinateur. Et puis, in fine, ça permet ce qu'on appelle le retour veineux. Ça permet en fait de fluidifier la circulation du sang, parce que les veines qui sont l'axe du sang, enfin l'axe qui ramène le sang vers le cœur, donc
sans oxygène, avec du CO2, pour le coup, ça bénéficie pas de ce qu'on appelle la pompe cardiaque, et il faut que ce soit le mouvement des muscles eux-mêmes qui ramène le sang finalement vers le cœur. Et on comprend bien que le mouvement que ces petites compressions de nos veines, elles sont permises en bougeant, en contractant nos muscles, bien plus qu'en restant sur notre canapé. Et finalement, quand on marche, eh bien, on permet la compression de toutes ces petites veines, hein, je reprends ce que tu as expliqué, et on permet de redriver, de ramener le sang vers le cœur pour qu'ensuite il puisse repartir vers les poumons et se recharger en CO2, en oxygène, pardon. Et donc, en faisant tout ça, on favorise une meilleure circulation sanguine. Et vous commencez à le comprendre peut-être sur le podcast de ce qu'on raconte à chaque fois. Ce qui est passionnant, c'est que tout est lié, tout est imbriqué, tout est connecté. La meilleure circulation sanguine, qui est peut-être partie des jambes, parce qu'on a contracté les jambes en marchant, elle va ramener le sang vers le cœur, et elle va donc recharger ce sang-là, mais ce sang-là, il va être reprojeté partout. Et donc, y compris dans le système digestif, les intestins, le côlon, l'estomac et le foie et tous ces organes qui ont besoin, qui sont des pompes passantes, qui ont besoin d'énormément de sang pour procéder à la digestion. Donc meilleure circulation sanguine va aussi induire meilleure digestion. Voilà, je ne m'étale pas beaucoup plus là-dessus parce qu'il n'y a rien à dire de plus, mais c'était intéressant d'ajouter ça. Et puis on va ensuite après, on va vous lâcher sur les explications physiologiques, mais là l'essentiel, en vrai sans prétention, l'essentiel réside dans ce qu'on a dit là, j'ai l'impression, hein, sincèrement. La régulation de la glycémie, pour faire assez court, tout le monde sait que quand on mange des repas avec certains types d'aliments, avec des fruits, avec des pâtes, avec des pommes de terre, on a ce que certains appellent des féculents, des glucides, tout ça c'est un peu la même chose, c'est des sucres. À l'échelle chimique, c'est des molécules de glucose. Glucose, il y a du fructose, du saccharose, qui est le mélange du glucose et du fructose. Bref, c'est du sucre. C'est ça qui nous intéresse. Que moi j'ai une pomme de terre ou un donut ou une banane, ce sera du sucre. Pour faire dans les gros traits. Et il se trouve que quand on consomme et qu'on ingère du sucre, dans notre corps, il faut que l'on ait un certain taux moyen de sucre par litre de sang. Et pour mémoire, c'est donc un taux normal, ça ne doit pas dépasser 1 gramme par litre de sang. Et à chaque fois qu'on va ingérer un aliment qui a du sucre, une pomme de terre, une pomme, une banane, un donut, le problème c'est qu'on va énormément, si vous regardez les proportions, les étiquettes des aliments, énormément faire augmenter la quantité de ce sucre-là dans notre sang. Et là, c'est vraiment dangereux. Donc, vous avez tous entendu parler déjà de l'insuline, cette hormone que produit le corps, en l'occurrence produite par notre ami le pancréas, toujours le même, et elle va relâcher cette insuline, parce que l'insuline, son boulot, ça va être de venir prendre le sucre qui est dans la circulation, qui vient de rentrer dans le système digestif, pour en faire passer un peu dans le sang, mais réguler, de laisser 1 gramme par litre de sang, donc vraiment cette quantité-là, et le reste, elle va aller venir le mettre dans le foie, dans les muscles, sous forme de glycogène, donc ce sont des sources d'énergie, mais le foie, comme les muscles, ça a une ressource limitée, et le reste, elle va convertir le reste du sucre en graisse. C'est pour ça que les gens qui mangent trop sucré finissent par prendre du poids, et quand on réduit notre quantité de sucre, on finit par perdre du poids. Bref, ce mécanisme-là, c'est le mécanisme autonome, c'est parce que l'insuline a pour seul travail, principal travail, de prendre le sucre qui circule, de garder seulement la quantité moyenne qui va circuler dans notre sang, d'en laisser aussi pour le cerveau, parce qu'on ne peut pas oublier que le cerveau consomme 20 à 25%, si je ne dis pas de bêtises, 20 à 25% de nos réserves de sucre qui sont en circulation dans le sang. Donc, tout ça, c'est des processus permanents au quotidien, à la manière d'un fleuve. Ça circule dans le sang, le cerveau va en prendre, l'insuline va s'occuper juste après l'ingestion du sucre, va s'occuper qu'il y ait cette proportion, mais que ça ne la dépasse pas. Si ça la dépasse, on a ensuite des vrais problèmes de santé, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est tout le problème notamment des gens qui sont diabétiques. Et pourquoi marcher dans tout ça ? Pourquoi marcher
après un repas où notamment on aurait mangé du sucre. On peut ne pas manger de sucre, mais ça c'est l'affaire des gens qui mangeraient que du poulet et des œufs. Mais sinon, dans des légumes, dans beaucoup de produits, in fine, il va manger un yaourt et il va y avoir un peu de sucre. Même des fromages, il va y avoir un peu de sucre sous forme de lactose. Et donc, la plupart de nos repas aujourd'hui, il peut y avoir du sucre. Quel est le rôle de la marche? Eh bien, à un moment, j'ai parlé des muscles. Le sucre, il peut se ranger dans 3 cases dans le corps. Les muscles, le foie, ou alors les graisses, c'est-à-dire les cellules adipeuses, les cellules graisseuses. Le foie, on n'a pas un énorme contrôle là-dessus. Par contre, les muscles, ils consomment le sucre comme source principale d'énergie. Leur source première, c'est-à-dire la source la plus rapide. Eh bien, pour aller marcher, en allant marcher après un repas, on va faire une action très simple. C'est qu'on va activer nos muscles par la marche. Et donc, tout le sucre, une partie du sucre qui est rentré dans notre organisme, au lieu d'aller dans le sang, au lieu de provoquer une production d'insuline pour qu'elle vienne s'occuper de faire le travail, de ranger dans chaque case, foie, muscle, hop, le muscle, il va de lui-même venir dire, hop, moi, je prends toute cette partie-là, tout ce sucre-là, je l'utilise parce que j'en ai besoin, on me demande de marcher, j'en ai besoin pour produire mon énergie, etc. Du coup, aucun problème avec ce sucre-là. Il va pas être stocké dans le foie, il va pas créer de surplus dans le sang, et il va pas, encore moins, ce qui nous fait le plus peur, ce qui nous inquiète le plus, c'est ce qu'on veut éviter, il ne va pas venir se stocker sous forme de graisse et nous faire finalement prendre du poids, parce que cette graisse-là ne nous sert pas à grand-chose, on en a largement assez. Donc voilà, le rôle de la marche, moi je l'utilise beaucoup là-dessus, parce que quand on a mangé un repas avec des fruits, ou de la patate douce, des pommes de terre, parce que moi c'est le seul sucre que je mange, mais des gens qui mangeraient très sucré, du riz, des pâtes, du blé, que sais-je, eh bien, l'activation des muscles par la marche, notamment les muscles supérieurs, la grosse chaîne musculaire que sont les jambes, les mollets et les hanches, les fessiers, eh bien, vont prendre beaucoup de sucre, une grosse quantité de sucre, pour le fonctionnement de leur chaîne musculaire. Et ça évite, du même coup, il faut comprendre que ça va éviter et réduire la production d'insuline. Et après, on le voit dans beaucoup d'études scientifiques, les hauts taux d'insuline, les hauts taux de l'hormone d'insuline dans le corps sont toujours des précurseurs, sont toujours des préalables à des prises de poids. Et donc, c'est toujours une bonne chose, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est toujours une bonne chose de limiter, on va dire, les pics d'insuline et de limiter les pics extrêmes et trop récurrents d'insuline. Et à ça, la marche fournit une vraie réponse en tant qu'activité physique parce qu'elle active nos muscles et nos muscles ils vont tout simplement prendre le sang comme énergie, prendre le sucre comme énergie dans le sang, ils vont dire hop, nous on s'en occupe. Et à ce moment-là, il faut comprendre que le sucre n'est pas un danger, il est juste une monnaie d'énergie, il n'est pas un danger. Le sucre il devient un danger quand il reste dans le sang, quand il se stocke excessivement dans le sang, quand il génère une production de l'hormone d'insuline régulière, et enfin quand il vient se mettre sous forme de graisse. Voilà, c'était la dernière explication physiologique un petit peu complexe. Sur ça, moi je vais renvoyer beaucoup d'auditeurs, s'ils le souhaitent, vers un livre passionnant, Le rôle du sucre, qui va expliquer le rôle du sucre délétère et aussi le rôle de la marche dans la lutte contre les effets délétères du sucre, qui est un livre d'une vulgarisatrice française, franco-américaine, puisqu'elle s'est expatriée aux États-Unis, Jessine Chospé, qui est initialement biochimiste, vulgarisatrice scientifique, qui a énormément travaillé sur le glucose, et le titre est assez édifiant, qui s'appelle Faites votre glucose révolution. Il y a des membres de ma famille, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont lu ce livre, qui ont vu des changements plus que notables dans leur santé, dans leur quotidien, dans la perte de poids, dans la clarté mentale, dans le sommeil. Je peux que vous renvoyer vers cet ouvrage qui est vraiment scientifiquement il y a des gros backups scientifiques, très sourcés, très documentés, avec une grosse bibliographie. Elle l'explique de manière très simple et elle explique très 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 bien, mieux que moi même, comment la marche elle impacte énormément. Vraiment, ça peut être un ouvrage, une ressource qu'on peut donner à l'issue de cet épisode-là. Jessine Chospé, Faites votre glucose révolution. Vraiment, je vous incite à aller le voir, et il y a une énorme pédagogie. Voilà pour l'explication scientifique. Et ta deuxième question,
Effectivement, l'environnement dans lequel on mange compte. Il est très important. On a parlé du stress, il a parlé. En fait, je pourrais faire des longues explications, mais je vais juste être assez court parce que le système nerveux, on l'a dit, notre digestion va nous faire passer dans le système nerveux sympathique. On a besoin, on l'a compris depuis 1 heure et demie, on a besoin d'un environnement calme, on a besoin d'un environnement posé pour que notre système nerveux puisse comprendre qu'on va pouvoir passer à ce gros processus d'assimilation des nutriments qui n'est pas anodin, de dégradation des nutriments et de conversion de tous ces nutriments en énergie. Pour ça, on a besoin d'être dans le calme, on a besoin de ne pas être stressé, d'avoir une respiration tranquille, tout ce qu'on dit déjà depuis 1 heure et demie. Et en ça, évidemment, chaque auditeur pourra largement comprendre que entre un repas pris avec notre famille où on est au calme, on rigole sous un parasol, on n'a pas de téléphone, ça n'a rien à voir avec le gars qui est pressé, qui court entre 2 rendez-vous le midi, un jeudi midi, parce qu'il est complètement busy, que c'est un banquier, qui court entre 2 rendez-vous, qui se prend un bagel et qui mange en marchant vite, en regardant ses mails sur son téléphone et en passant un coup de téléphone, en regardant à droite à gauche pour ne pas se faire écraser par un bus parce qu'il est en pleine ville. Cet homme-là, ce profil, ce prototype, je ne vais pas donner de nom, etc., il est très, d'abord il est très typé, très normé, il existe, mais surtout il est très stressé. Il est très, il va contre 2 systèmes. J'ai expliqué en première partie de podcast que là il est stressé, il a plein d'informations autour de lui, et à côté de ça il est en train de manger, donc il impose à son système de quand même se mettre en mode parasympathie. Pour moi, c'est comme de prendre une voiture et de vouloir rouler à 90 en restant en première. Les deux, ça se croise complètement et ça va se cracher. Seulement, les gens ne le voient pas forcément parce que c'est dans leur quotidien, qu'ils ont toujours fait comme ça, puis qu'ils mangent. Ce qui compte, c'est de manger. Et puis le plaisir que leur apporte le bagel, bah, il vient masquer tout le reste. Mais non, il y a une vraie différence. Et l'environnement dans lequel on mange compte énormément. Et éviter le stress. Éloigner le stress, éviter toutes les pollutions sonores, toutes les informations, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tout ce qui vient nous mettre des bips. La pire chose, c'est le klaxon, par exemple. Éviter de manger debout, finalement, parce que manger debout, on va activer tous nos muscles, on va activer tout ça, alors que notre corps, il veut qu'un seul signal, c'est on se pose, on se calme. Donc oui, l'environnement, moi je l'ai remarqué au même titre que toi, je le sais, hein, on a déjà parlé, ça change énormément de choses, d'être tout seul, mais ou alors d'être avec notre famille. En fait, ça nous fait passer un bon moment, mais aussi, ça apaise, ça nous remet dans le calme, ça nous remet dans ce qu'on dit depuis le début. Dans notre système nerveux, notre cerveau, ils ont ce message-là. Ok, on est au calme, on va pouvoir digérer tranquillement. Donc oui, vraiment éviter, quand c'est possible, toujours dans cette doctrine de faire au mieux. Des fois, on doit manger en voiture, des fois, on doit manger en marchant parce qu'on est pressé. Et voilà, mais sinon, l'environnement dans lequel on mange, c'est le jour et la nuit entre un environnement A, que j'ai décrit, et un environnement B, beaucoup plus calme. Ça va se répercuter sur notre système digestif et de fait sur notre digestion. Donc ça, je suis d'accord, je peux qu'abonder dans ton sens, l'environnement est clé. Et c'est bien, même si on ne peut pas tout mettre en œuvre, c'est bien d'en avoir conscience, de se poser sans téléphone, sans écran, avec ses proches, quand c'est possible. Bon, moi, je suis tenté de t'amener vers notre toute dernière partie. Euh, Quelle serait toi, Charlie, au vu de tout ce qu'on s'est dit, épisode déjà long, quelle serait la leçon que tu retiens de toute ton expérience sur l'amélioration et l'optimisation de notre digestion? Quelle serait la leçon sur le fait de changement de notre énergie, que ça impacte, comment on peut accompagner notre système? Qu'est-ce que tu aurais à dire? Une chose à conseiller ou non à nos auditeurs, mais voilà, quelle est ta leçon à toi que tu retiens assez brièvement pour que les auditeurs ils sachent où on va, ils comprennent l'essentiel, que, que ce soit la dernière chose qu'ils retiennent. Mais voilà, qu'est-ce qui toi t'a plus marqué dans tout ce qu'on s'est dit? Juste pour, revenir très rapidement sur, ce que tu as mentionné par rapport au gars qui est stressé, à cet exemple, à ce prototype qu'on visualise tous très bien parce que soit c'est nous-mêmes, soit on l'a autour de nous. Cette personne, qui mange, en marchant, en passant des appels en même temps, bref, tout ce qu'il faut éviter. Il y a ça, mais en fait, ça c'est vraiment l'exemple extrême, mais c'est-à-dire que même le fait d'être seul, par exemple, et de manger en étant envahi de pensées négatives,
en ayant la boule au ventre parce qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, parce qu'on n'ose pas avoir cette conversation avec son patron, avec son ami, avec sa copine, peu importe, ça aussi, ça va impacter. Donc c'est juste pour dire que, bah, tu l'as dit, il y a une grosse différence entre manger un repas avec sa famille dans un environnement où tu te sens bien, où tu rigoles, où tu passes un bon moment, et manger un repas en étant stressé, en marchant et en passant des appels en même temps, OK, mais il y a aussi une grosse différence entre manger un repas toujours avec sa famille et dans un bon environnement et manger un repas seul en étant, envahi par ses problèmes, par ses ruminations et voilà, maintenant, c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité non plus d'être avec sa famille tout le temps, donc toujours une question de faire au mieux et d'agir aussi sur les leviers que l'on a à notre disposition. Bref, c'est tout pour cette partie-là et pour répondre à ta question, quelle est la grande leçon que je retiendrai de ces expérimentations que j'ai pu mener sur mon corps par rapport à cette volonté de vouloir optimiser la digestion? Hem, je vais pas donner d'exercices, enfin de pratiques concrètes, d'habitudes ou quoi, de protocoles ou quoi que ce soit. Plutôt, je vais boucler avec ce que j'ai dit au tout début de podcast, vraiment au début, ce par quoi j'ai commencé même, c'est que je pense qu'on se trompe de combat à vouloir à tout prix se focaliser sur ce qu'il y a dans l'assiette. Non pas que ce n'est pas important et qu'il faut pas contrôler ce qu'il y a dans l'assiette, évidemment, mais je pense que ça doit rester de l'ordre du très simple. C'est-à-dire, bah, au bout d'un moment, des aliments à majorité brute, avec des exceptions en fonction de la personne et en fonction de ses envies et cetera, mais globalement des aliments à majorité brute. Maintenant, la personne qui veut avoir une bonne santé, qui veut avoir des bonnes performances, elle a pas besoin de se prendre la tête et devenir un biohacker, à essayer de contrôler exactement le nombre de grammes de protéines, à contrôler exactement la quantité de glucides. Ça, en vérité, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Certains, ça va les intéresser, mais la plupart des gens, ça leur prend juste une charge cognitive énorme si tu leur dis de faire ça et même moi, au final, je me suis rendu compte que, bah, j'en ai rien à faire de tout contrôler comme ça et d'être ce mec qui optimise tout. Je veux juste avoir une bonne gestion et être en bonne santé et donc pour être en bonne santé, OK, le contenu de l'assiette, d'accord, je mange entre guillemets «équilibré» comme on aime bien le dire, c'est-à-dire je mange un peu de tout, mais je mange surtout des produits bruts. Voilà, OK, ça c'est acté. Ça, c'est un principe simple. Maintenant, est-ce qu'on peut se concentrer aussi sur comment on mange? Parce qu'il y en a qui vont faire une fixette sur: «Ah d'accord, très bien, je veux avoir absolument tel, gramme de protéines, je veux avoir cette quantité de glucides». OK, mais si ton repas, tu le manges en 5 minutes, en étant stressé, en étant au téléphone comme tu l'as dit, en étant en train de courir à droite à gauche, bah, ton repas, il a beau être sur le papier ultra bien optimisé, hem, tout ce qui va rentrer, enfin toute la circulation du bol alimentaire et tout ce processus de digestion va être complètement dégueulasse. Donc, bien sûr, on contrôle ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi peut-être en revenir à ce, comment on mange et en vérité, le comment on mange, il est très simple. Au final, c'est un peu des conseils de grand-mère, c'est-à-dire des trucs du bon sens qu'on a tous déjà entendus. C'est la fameuse marche digestive, comme on l'a dit. Ça, on en a fait un outil de biohacking presque maintenant, alors que c'est quelque chose de traditionnel, quoi. On a tous déjà entendu cette marche digestive après le repas de famille, mais comme tu l'as dit, on le sent, ça nous fait du bien et il y a des vraies explications à prouver par la science que ça nous fait du bien. Mais même sans avoir la science qui back up derrière et qui dit: «OK, ça c'est validé», en vérité, on le sent et on a cette expérience, cette intuition-là que ça fait du bien. Et en fait, pour le comment, il faut toujours s'en remettre, je pense, bah, c'est la naturopathie, la voie de la nature. C'est-à-dire s'en remettre à des choses simples, à du bon sens. Manger lentement, manger dans un environnement calme, hem, marcher après, mettre du mouvement après, plein de choses basiques qui font que, beh, si déjà tu remets la main sur tout ça, que tu prends le temps de bien mastiquer ce qu'il y a dans ton assiette et ce qui rentre dans ta bouche, que tu prends le temps de, voilà, de manger, que tu prends le temps d'avoir une bonne respiration et cetera, que tu vas marcher après. En fait, si tu fais tout ça, j'ai envie de te dire, le quoi va venir naturellement. C'est-à-dire que
si tu manges lentement, si tu fais, tout ce dont on a parlé, si tu as toutes ces pratiques-là, qui sont très simples, tu vas beaucoup moins déjà te ruiner sur la nourriture, tu vas te ruer pardon sur la nourriture, tu vas beaucoup moins manger en termes de quantité et naturellement, ton attention va être moins portée sur des aliments qui sont, ultra transformés, qui sont ultra industriels et cetera. Donc voilà, moi c'est, peut-être la leçon que j'ai envie de soutirer de tout ça, c'est OK, il y a le quoi, mais remettez simplement du bon sens dans la manière dont vous mangez et tout ira bien après, il y a pas besoin de se casser la tête à essayer de tout optimiser. Je te renvoie la balle sur ça. Quelle serait ta leçon, toi, après plusieurs, années d'expérimentation autour de l'amélioration du processus de digestion? Tu as essayé pas mal de choses, donc je suis, curieux d'avoir ton retour sur ce qui fonctionne, ce que tu retires de cette expérience. Ouais, moi je dirais que c'est pas tant ce que je retiens des expériences, mais la leçon que je peux faire du podcast, ce que je retiens du plus important, c'est que chaque jour, en fait, on a un capital d'énergie qui peut être alloué et qui sera dépensé par plusieurs grands postes chez nous. Le sport, si on en fait, les activités physiques, les activités intellectuelles, parce que le cerveau prend beaucoup d'énergie, tout ce qu'on va décider de faire par nous-mêmes, etc. Et tout un autre gros capital d'énergie qui sera dépensé par notre corps, qu'on le veuille ou non, pour son fonctionnement autonome. Et la plupart de ce capital d'énergie-là, dépensé par notre corps, va l'être pour la digestion, va l'être pour l'élimination, l'assimilation des nutriments et la production d'énergie, parce qu'on est, et nos cellules, nous sommes l'émanation de nos cellules par milliards, mais on est simplement une centrale d'énergie. Enfin, on est plus que ça, mais on est en grande partie une centrale d'énergie. Et ce que je retiens, moi, de ce podcast, de tout ce qu'on a dit, et finalement même mes expérimentations, c'est à ça que ça me mène, c'est que chaque jour, en fait, on a un capital d'énergie, et on peut en partie, pas complètement, mais décider où est-ce qu'on va le driver, où est-ce qu'on va rediriger notre énergie. Et tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est le sujet de la digestion. La digestion, c'est un moment où notre énergie, elle était potentiellement pour nos muscles, pour notre système cardiovasculaire, pour notre cerveau, et elle s'apprête à partir vers le processus digestif, vers le système digestif, et donc on peut se sentir plus fatigué, et donc moins apte à aller courir, moins apte à réfléchir, moins apte voilà, à interagir. Et moi, tout ce que je retiens, c'est que, et ce que nos auditeurs, à mon sens, devraient retenir, c'est que on a toujours cette batterie d'énergie-là, qu'elle est redirigée au moment justement de la digestion, et qu'en suivant tous les conseils de bon sens, physiologiques et souvent très simples, qu'on a mentionnés, et sûrement parmi d'autres qu'on n'a peut-être pas tout mentionné, eh bien, on est capable de, on va dire, je vais le dire le côté négatif, de limiter la casse, c'est-à-dire de réduire au minimum cette déperdition d'énergie. Et que vous ferez tous plus ou moins l'expérience, si vous avez des problèmes digestifs ou des sensations de fatigue après un repas, vous ferez tous plus ou moins l'expérience que, même si on n'a pas parlé trop du contenu de l'assiette, mais qu'un repas pris dans toutes les conditions qu'on a données, doucement, dans un bon environnement, calme, en mangeant doucement, qui contient, on va dire, du poulet, des œufs, des courgettes, des produits bruts, pas agressifs, avec peu de sucre, que vous allez marcher après, que tout ça vous l'avez fait en étant plutôt conscient, en étant plutôt tranquille, plutôt qu'avaler, gober votre repas en 2 minutes, en allant marcher après pour permettre tout ce qu'on a permis, tout ce qu'on a expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Vous allez voir qu'il y a une différence, mais le jour et la nuit, que si vous vous gavez d'une énorme raclette à midi, et qu'après vous êtes endormi pendant 1h30 sur un canapé. Ce sera le jour et la nuit, et vous allez vous dire, voilà, les explications physiologiques, vous les aurez, c'est ce qu'on vient de dire. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens, c'est que finalement, quand on fait l'expérience de A et l'expérience de B, on a quand même la capacité d'avoir la main, par le bon sens, par la simplicité, ce que tu viens de dire, d'avoir la main sur cette redirection d'énergie, en partie, parce qu'on ne peut pas éliminer l'énergie d'une digestion complètement, parce que ça va la prendre, mais on a vraiment la main
par tous ces outils qu'on a donnés, la respiration, la marche, quand même manger des outils bruts, même si des aliments bruts, même si on ne s'est pas attaqué au fond de l'assiette. Mais voilà, c'est ce que je retiendrai, c'est cette mécanique-là. C'est ce passage du système nerveux sympathique à parasympathique, le besoin de calme, tout ce qu'on vient de dire. Et je ne vais pas m'étaler plus que ça. À part si je vais pouvoir conclure cet épisode sur ma pensée, sur mon point de vue, cette leçon-là. Voilà, à part si tu avais quelque chose à ajouter, mais sinon, moi, je vais pouvoir le conclure tranquillement au bout d'une heure. Non, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur toutes les explications Ouais, physiologiques et je pense qu'on a fait un que, gros tour d'horizon. Ouais. voilà, vous avez, on l'a dit, c'est des conseils de bon sens, c'est de la simplicité. Nous, on vous a fourni les explications physiologiques derrière pour qu'il y ait la compréhension de ce que vous faites et après, c'est juste du bon sens et encore une fois, c'est pas une question d'être rigide et d'avoir 15 000 routines, simplement de faire les choses au mieux, les faire en conscience et d'ajuster en fonction de ce qu'on obtient comme, résultat et comme niveau d'énergie après. C'est tout ce que je pourrais dire comme mot de la fin. Mais d'ici là, on va vous souhaiter une bonne écoute pour ce 8e épisode. On est content, on avance toujours aussi bien, à un bon rythme. N'hésitez pas évidemment à nous faire nos retours, à vous poser des questions. Et si vous êtes sur YouTube, justement, à nous montrer à vous abonner, à liker et puis à montrer votre intérêt, votre soutien si le sujet du podcast vous plaît, à le partager à votre entourage, etc. On vous sera toujours extrêmement reconnaissant et ça nous aidera beaucoup. Et d'ici là, voilà, portez-vous bien et puis on se retrouvera d'ici une dizaine de jours, voire maximum, pour l'enregistrement de notre épisode numéro 9 déjà. Et puis en attendant, bonne journée à vous, bonne écoute des prochains et des précédents. Et puis voilà, ciao ciao. Ciao, ciao.